Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation du chapitre 9 sur la description des mouvements. Donc c'est un chapitre, voilà, on commence le premier chapitre des trois chapitres sur la mécanique. C'est un chapitre assez important pour ceux et celles qui veulent continuer la physique, en spécialité physique l'an prochain, parce que c'est la base de tout un thème qui va vous accompagner jusqu'au bac. Donc là, on va regarder les bases, notamment de vocabulaire, sur tout ce qui se rapporte au chapitre. Vous en verrez un peu plus en première et un peu plus en terminale, jusqu'à donner des équations de mouvement. Alors quand je parle d'équations, oui, c'est des équations à plusieurs inconnus et du second degré, donc avec des carrés. Voilà. Mais là aussi, il vous manque en mathématiques des notions que vous allez apprendre l'an prochain. Alors, on va commencer ce chapitre 9 avec la relativité du mouvement. Alors, du vocabulaire dans ce petit 1, le système étudié, tout objet dont on va étudier le mouvement, ça a un nom, on appelle ça le système. Et ce mot-là est très important car il va nous suivre tout au long du lycée. Et donc on va distinguer vraiment le système avec son environnement qu'on va appeler le milieu extérieur. Donc on va faire l'étude sur le système qui sera généralement un objet quand on fait un mouvement sur Terre. Ça peut être aussi la Terre, ça peut être la Lune, le Soleil, etc. etc. Voilà. Et donc l'étude du mouvement du système va être simplifiée au lycée et on va modéliser cette étude par l'étude d'un système avec un point. C'est-à-dire que si on fait par exemple l'étude d'un ballon de basket, eh bien on va considérer que ce ballon de basket, on va le représenter suivant un point. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer avec les logiciels de pointage, de calcul de vitesse, de capture vidéo. C'est beaucoup plus facile aussi pour le dessiner sur une feuille. Bref, on va considérer donc qu'on a un point qui va remplacer le système, mais que ce point a la même masse que l'objet. Voilà. Bon, évidemment, on peut avoir quelques pertes d'informations, mais au lycée, c'est pas très important. Alors, alors, si on parle de mouvement, et si on veut décrire un mouvement, eh bien, euh, il faut parler de référentiel. Voilà, un référentiel, c'est très important. Suivant le référentiel, on est plus ou moins en mouvement. Exemple, euh, vous êtes assis dans un train, vous voyagez, et puis vous voyez une vache dans un champ. D'accord. Pour vous, la vache, elle bouge. Même si vous savez qu'elle ne bouge pas parce qu'elle est dans le champ. Pour la vache, vous êtes en train de bouger. Or, vous, dans le train, vous ne bougez pas. Vous êtes assis à votre place. Donc, vous voyez, suivant euh, le problème, suivant le choix du système et du référentiel, le mouvement ne sera pas le même. Voilà. D'où la notion de référentiel qui est très important. Et là, j'en reviens au titre, à la relativité du mouvement. Tout est relatif, ça dépend de qui on parle et par rapport à qui. Voilà. Alors, cette notion de référentiel, le mouvement d'un système s'étudie donc par rapport à un objet de référence que l'on nomme donc référentiel. Référentiel. Les positions successives du système au cours du temps sont déterminées dans un référentiel. Et donc pour étudier le mouvement et donc la trajectoire, tout ça, il faut deux repères. Il faut un premier repère qui est un repère d'espace. Oui, il faut bien savoir où est-ce qu'on se déplace. Et donc ce repère d'espace nous permet d'indiquer la position d'un système. Généralement, ce repère d'espace, c'est un espace en trois dimensions. D'accord. Donc vous, en maths, vous voyez à deux dimensions, au x, au y. Vous en rajoutez un autre axe, ça fait OZ, et vous êtes dans l'espace. Et en plus de ce repère d'espace, il nous faut bien sûr un repère de temps, un repère temporel, pour savoir où est-ce qu'on est, à quel endroit, à quel moment. Les échelles temporelles et spatiales de description doivent être adaptées au mouvement étudié. Exemple, si vous étudiez le mouvement d'une voiture sur une route,
vous n'allez pas parler de centimètres, mais plutôt de mètres ou de kilomètres. Vous n'allez pas parler de millimètres secondes. Enfin, oui, par rapport aux les unités de temps et d'espace vont devoir être adaptées au mouvement. Ça, c'est tout à fait logique. Mais il faut quand même y penser. Le mouvement d'un système dépend du référentiel utilisé pour le décrire. J'en ai parlé avec l'histoire de la vache. On dit donc que le mouvement est relatif. Le choix du référentiel d'étude dépend donc des expériences réalisées et on distingue donc trois types de référentiels pour le lycée. Premier référentiel, on va appeler ça le référentiel terrestre. Alors qu'est-ce que c'est que le référentiel terrestre? Il est construit à partir de n'importe quel solide qui est lié à la Terre. Exemple, je lance une balle dans la salle. Voilà, la salle de cours, elle est fixe par rapport à la Terre. D'accord. Donc on peut dire que c'est un référentiel qui est terrestre. Donc on va pouvoir dire quel est l'endroit, quelle est la place de la balle dans la pièce. Hein, si on fait un repère par rapport, par exemple, aux arêtes des murs et du sol, voilà, qui pourrait être un référentiel à trois axes, et bien ce référentiel il est lié à la Terre, il est fixe par rapport à la Terre, donc c'est un référentiel terrestre. Donc ce type de référentiel, il est là pour étudier le mouvement d'un objet sur la Terre ou au voisinage de la Terre, par exemple un avion. Voilà. Deuxième type de référentiel, le référentiel géocentrique. Ce référentiel, c'est un référentiel qui est construit à partir donc d'un repère. Le centre du repère, c'est le centre de la Terre, et les axes, eux, ne sont pas fixes par rapport à la Terre. Par contre, ils sont dirigés pour l'axe OZ, généralement la hauteur, vers le pôle terrestre, par exemple le pôle Nord, et les deux autres vers des étoiles qui sont très 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 loin. Et vu qu'elles sont très 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 loin, on peut considérer que pour nous, elles sont considérées comme fixes. Et donc la Terre tourne autour de son axe, et donc tourne autour d'un axe du repère géocentrique. Alors ça c'est juste pour du vocabulaire, vous verrez ça en terminale. Donc on choisit ce type de repère pour étudier le mouvement de la Lune ou de certains satellites. Voilà. En fait, suivant quel type de mouvement vous allez étudier, vous allez choisir le référentiel qui va bien. Et le dernier référentiel, c'est le référentiel héliocentrique. Alors, héliocentrique, pour ceux qui ont fait du grec, hélios, c'est le soleil. Donc c'est un repère qui ressemble un peu au géocentrique, mais le centre du repère ici, c'est le centre du soleil. Et les axes, là aussi, sont dirigés, alors pour l'un vers le pôle solaire et les deux autres vers des étoiles qui sont très lointaines, donc considérées comme fixes. En fait, ce référentiel est choisi pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc évidemment, pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, vous n'allez pas prendre un référentiel terrestre. Voilà, ça n'a pas de sens. Alors, on va attaquer donc ce grand 2 avec la description du mouvement. Donc dans ce grand 2, on va parler là encore de vocabulaire, hein, de trajectoire. Alors, comment décrire un mouvement? On va dire déjà quelle trajectoire il va avoir, et puis après on verra quelle vitesse il va avoir pour le programme de seconde. Donc dans un référentiel donné, donc on va prendre le référentiel terrestre, parce qu'on va étudier un système qui sera sur la Terre pour faire plus simple. Donc dans un référentiel donné, la trajectoire d'un point du système étudié, donc la trajectoire, c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement. Ça me semble assez logique. Donc en fait, si la balle fait on va prendre un truc comme ça, voilà, si la balle fait un mouvement, ben voilà, je lance ma balle, elle est là, puis après elle est là, puis après elle est là, puis après elle est là. Donc au cours du temps, eh bien, il y a des positions successives de ma balle que j'ai lancée. Ben, la trajectoire, c'est l'ensemble des positions au cours du mouvement. Voilà. Et donc on va avoir une trajectoire en forme là de courbe. Et donc
il faut juste savoir en seconde qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire, hein, donc l'ensemble des positions, et savoir qu'il existe trois types de trajectoires, donc c'est ce qu'on va voir. Alors, comment pourrait-on appeler une trajectoire si c'est une portion droite? On dit que la trajectoire, elle est rectiligne. Rectiligne, si c'est droite. Alors, si c'est une portion de cercle, alors, quelqu'un? Portion de cercle, nous avons, oui, je l'ai entendu au fond, circulaire, effectivement. Circulaire. Et dans les autres cas, quand c'est un peu n'importe quoi, eh bien, par exemple ici, là, c'est pas circulaire. Là, c'est un peu plus dur. On va parler de curviligne. Voilà les trois types de mouvements. Donc là, c'est le mouvement, c'est pas la trajectoire. Un mouvement rectiligne, mouvement circulaire ou mouvement curviligne. Donc curviligne pour dire courbe, en fait. Alors, le vecteur déplacement. Alors, ce vecteur déplacement, donc là, il faut, voilà, dans ce type de chapitre et dans cette partie, là, on a trois chapitres en seconde, puis après deux autres en première, et puis après en terminale aussi, on va utiliser les vecteurs. Voilà. Alors, lorsqu'un système se déplace entre deux positions, donc de M à M', on peut définir ce qu'on appelle le vecteur déplacement, qu'on va noter M'n'. Donc là, petite caractéristique d'un vecteur en physique. Le vecteur déplacement est caractérisé comme tout vecteur, mais là spécialement pour le vecteur déplacement. Donc il nous faut pour chaque vecteur en physique une origine. Voilà, donc ça commence au point M, d'accord. Il nous faut une direction. Donc ça, normalement, vous l'avez vu en troisième. Hein. Une direction, donc c'est la direction, c'est la droite M, M'. Il nous faut un sens, je vais y revenir tout à l'heure. Donc le sens est de M vers M'. Et il nous faut ce qu'on appelle la norme. On dit souvent aussi la valeur, hein, mais en physique on dit une norme. Et la valeur du vecteur, c'est la distance M'. Voilà. Donc ça, quelle que soit la force, vous avez ces quatre caractéristiques. Origine, direction, sens et norme. Là, vous allez me dire, mais monsieur, direction, sens, c'est un peu pareil. Ah non, pas en physique. En physique, la direction, c'est pas le sens. Alors évidemment, quand vous sortiez du lycée et que vous me demandez que la gare c'est dans quelle direction, je veux dire, vous prenez à gauche et puis vous continuez tout droit. Okay. Et ça, c'est dans le langage commun. Si vous êtes en physique, la direction, c'est une droite support sur lequel il va y avoir le mouvement. D'accord? Et là, la direction, c'est la droite M'. Après, il y a un sens. Le sens, c'est de M vers M', à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et là, on fait le détail, nous, en physique, entre direction et sens. Alors, ce vecteur déplacement, il définit le plus court chemin d'un point à un autre, et il ne prend pas en considération le chemin parcouru. Là, on exagère, vous allez voir que déjà à la fin du chapitre, on a des applications beaucoup plus concrètes. Voilà pour ce vecteur déplacement. Alors, on va continuer le chapitre avec le vecteur vitesse moyenne. Donc ça, c'est assez classique. La vitesse moyenne, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est la distance sur le temps. La vitesse moyenne sur un trajet, c'est le résultat d'un calcul. Voilà. Donc, pour le trajet de M à M', on a donc la formule suivante. Donc, le vecteur V moyenne, pour moyenne, donc c'est un vecteur, ça va être égal donc au vecteur déplacement M', avec la flèche, divisé par un certain temps. Et en sciences physiques, on l'a déjà vu cette année, le temps c'est un intervalle de temps qu'on appelle delta t. Donc la vitesse moyenne, c'est un calcul d'une distance sur un temps. Par exemple, sur l'autoroute, vous faites 200 bornes, 200 km par exemple, pendant 2 heures. Quelle est la vitesse moyenne? Voilà, vous êtes allé tout droit, très bien. Bon. Ce vecteur vitesse moyenne, il est indépendant de la trajectoire.
du système entre M et M'. Donc indépendant de la trajectoire du système entre M et M'. Et donc il va être collinéaire au déplacement, je ne sais pas si vous avez vu ça en maths, collinéaire, et donc de même sens. Donc collinéaire, ça veut dire parallèle. Mais pour les vecteurs, on n'a pas le droit de dire parallèle, donc on dit collinéaire, mais ça veut dire la même chose. Ok. Bon, le souci, c'est que, on va le voir là dans le petit 4, avec le vecteur vitesse en un point, au cours du mouvement, la vitesse, elle peut évoluer. Elle peut évoluer en sens, en direction, en valeur. Voilà, sur l'autoroute, vous faites des virages, vous allez plus ou moins vite, vous ralentissez, vous accélérez, vous doublez. Bref, une vitesse moyenne, et encore plus en physique, lorsqu'on étudie les mouvements, c'est pas représentatif. On va surtout utiliser ce vecteur vitesse en un point, c'est celui-là qu'on va utiliser en première et en terminale. Donc au cours du mouvement, donc la vitesse peut changer. La notion de vitesse moyenne ne permet pas de savoir si on a une évolution. Par contre, ce qu'on appelle alors la vitesse en un point, on va appeler ça la vitesse instantanée. Donc sur l'instant. La vitesse instantanée correspond à une vitesse qui est par exemple indiquée par un appareil de mesure, comme un radar ou le compteur vitesse dans les voitures. C'est la vitesse à un instant donné de la trajectoire. Elle correspond donc à la vitesse moyenne calculée, donc c'est exactement la même formule, mais l'intervalle de temps ici, delta t, il est très très court. Et donc s'il est très très court, on considère donc que la vitesse n'a très peu varié ou n'a pas varié pendant cette durée-là. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Donc finalement, la formule de cette vitesse instantanée, c'est exactement la même que la vitesse moyenne, sauf que le v, il n'y a pas marqué moyenne, c'est v, et donc ça va être égal à mm' divisé par delta t. Donc vecteur mm' sur delta t. Donc ça c'est très important. Par contre, delta t est très court, ça veut dire que m et m' sont très proches. Alors ce vecteur vitesse, quelle direction il a? Eh bien, il a la direction de la tangente à la trajectoire, le sens, celui du mouvement, et la norme de la vitesse, c'est-à-dire la distance sur le temps. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. Si vous avez par exemple une trajectoire, là j'ai fait tout à l'heure, de la balle, voilà, hop, si je veux calculer la vitesse en ce point-là, ici, je vais changer de couleur, ça va être plus joli, prendre plus bleu, le vecteur vitesse, il va être tangent ici, bon, je ne sais pas si c'est très joli tout ce que j'ai fait là, donc voilà, donc là il est tangent à la trajectoire, vous voyez, un truc comme ça, voilà. Il est dans le sens du mouvement, et la valeur, il faudrait la calculer effectivement pour savoir combien ça vaut. Alors, pour finir le chapitre, déjà, dans un référentiel donné, l'évolution dans le temps du vecteur vitesse du système permet de décrire son mouvement. Si le vecteur vitesse a sa direction qui reste la même au cours du temps, alors on dit que le mouvement est rectiligne. Donc si le vecteur vitesse ne change pas de direction, le mouvement il va tout droit. Si le vecteur vitesse il va toujours dans la même direction, c'est qu'il est rectiligne. Et deuxième point, si le vecteur vitesse a la même valeur, alors on dit que le mouvement il est uniforme. Donc vous allez pouvoir avoir un mouvement qui va être rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement où l'objet va tout droit et à la même vitesse. Voilà. Donc le vecteur vitesse a la même direction et la même valeur. Voilà pour ce chapitre. Bon, il va falloir s'entraîner sur les exercices que je vous ai donnés. Et donc je vous dis à plus tard sur la correction de ces exercices. Voilà, à très bientôt.